Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de WeBourse. Si vous avez limité la baisse de votre portefeuille depuis le début de cette année, voire même pourquoi pas vous êtes en gain, alors bravo. Parce que, soyons honnêtes, 2022 n'est certainement pas l'année la plus facile en bourse. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que vous êtes en perte de 20, 30 ou même 40%, prenez quelques secondes pour prendre de la hauteur. Regardez cette capture d'écran. Ça, c'est la réalité du terrain. La performance de la majorité des gérants tourne autour de moins 25% depuis début 2022. Et pour beaucoup, rien que le mois de septembre, c'était un moins 10. C'était un mois cauchemardesque. L'objectif de cette capture d'écran n'est vraiment pas de critiquer ces professionnels de l'investissement. C'est même tout l'inverse et c'est ce qu'on va voir. Je connais personnellement certains de ces gérants. Je sais qu'ils sont excellents, ils sont passionnés, ils ne comptent pas leurs heures quand ils travaillent. Et ils ont prouvé qu'ils sont capables de battre leur indice de référence et offrir, sur la durée bien sûr, un rendement largement supérieur aux autres classes d'actifs. Et la question ici est donc, comment se fait-il que beaucoup de ces gérants arrivent à battre les indices malgré des périodes dans le rouge comme celles que nous vivons aujourd'hui et toutes les contraintes qu'on leur impose, alors que de l'autre côté, on a beaucoup de particuliers qui ne subissent aucune contrainte et qui n'arrivent pas à avoir un rendement décent sur le long terme? La réponse est que certains gérants ont une qualité qui manque cruellement à la plupart des particuliers. C'est ce qu'on va voir dans la première partie de cette vidéo. Et en deuxième partie, je vous donnerai 3 solutions concrètes et complémentaires pour cultiver cette qualité. Alors, restez jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais prendre l'exemple de William Higgins, le gérant du fonds Indépendance et Expansion. Un rapide disclaimer ici, je n'ai aucune relation d'affaires avec ce fonds, ni de près ni de loin, du tout. J'en parle parce que William Higgins est pour nous, chez Master Bourse, comme pour beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, c'est l'un des 3 meilleurs gérants de la place. Et c'est aussi une vraie source d'inspiration. Et la deuxième raison, elle est plus pratique. Ce gérant affiche le track record le plus long en France, à ma connaissance. Et il est toujours en activité. Donc on a de la matière à analyser sur une performance à la fois longue et impressionnante. Et pourtant, sa performance, c'est quasiment 30 ans, ne l'a pas empêché de perdre 23% en 2022, à ce jour. Et si on regarde bien, ce n'est pas la première fois que le fonds Indépendance et Expansion baisse aussi sensiblement. Entre août 2007 et mars 2009, sur 19 mois donc, le fonds a perdu 64% de sa valeur. Les 2 tiers de sa valeur. Plus récemment encore, entre février 2018 et mars 2020, 2 longues années, le fonds a baissé de 43%. Et malgré ces périodes de baisse qui peuvent paraître longues pour certains, William Higgins a délivré l'une des meilleures performances en France. Son nom est déjà entré dans l'histoire boursière en France. Pour vous donner une idée, l'indice de référence de William Higgins, c'est-à-dire le marché qui représente le mieux son terrain de chasse, à savoir ici le CAC Mid and Small, a fait x6,5, dividendes compris évidemment, depuis 1994. C'est la date du lancement du fonds Indépendance et Expansion. Mais si un particulier avait investi à ce moment-là dans le fonds, il aurait multiplié son capital non pas par 7, 10 ou 20, il aurait fait x34. x6,5 contre x34. Alors, à ce stade, certains pourraient se dire « Oui, mais parce qu'il a bien choisi ses actions et c'est normal, c'est son métier. » C'est vrai. Il connaît très bien la cote et les actions cotées. Lui et son équipe passent leur journée à analyser les entreprises. Et surtout, il a un processus d'investissement clair, il le respecte, il le peaufine et il l'améliore au fil des décennies. Donc oui, il y a clairement un savoir-faire et une expertise derrière cette performance. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Et la logique est très simple. Après tout le monde peut répliquer les grandes lignes du portefeuille de ce fonds. Tous les mois, le fonds publie un reporting avec les principales sociétés sur lesquelles le gérant est investi, la pondération de ces grandes lignes, ce qu'il achète et ce qu'il vend, et il nous donne même un petit commentaire d'explication sur les lignes qui ont le plus varié, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. En plus, si on regarde les entreprises sur lesquelles il investit, ce sont des noms bien connus de tous. On parle ici de S2I
OB, Katana, Ipsos. On n'est pas sur des micro-entreprises obscures cotées à l'autre bout du monde. N'importe quel investisseur qui fait un minimum ses devoirs sait que OB est une très belle entreprise. Ce n'est un secret pour personne. On les connaît, ces entreprises. On en parle régulièrement dans nos newsletters ou sur les réseaux sociaux. En réalité, la vraie raison de la performance de ce gérant tient à la cohérence de son processus et sa psychologie. Il ne panique pas à la première secousse du marché. Il ne change pas de conviction ou de style d'investissement dès que l'action ou son portefeuille perd 10%. D'ailleurs, on voit au fil des ans que la rotation de son portefeuille est très faible et les premières lignes changent très peu. Tout ça pour dire que n'importe quel investisseur peut aller aujourd'hui sur le site Indépendance et Expansion, télécharger gratuitement le dernier rapport de gestion en 2 clics et copier ses positions. Mais il est très peu probable qu'il affichera la même performance sur une longue période. La différence va se faire non pas sur les noms de ces entreprises, mais sur la gestion de la psychologie. Et c'est ça la qualité qui manque à la plupart des particuliers par rapport aux stars de la gestion. Il faut être prêt psychologiquement à une réalité. On ne peut pas gagner à tous les coups en bourse. On ne peut pas gagner tous les ans. Sur 10 et 30 ans, on va forcément passer par des années dans le rouge. C'est une réalité. Il n'y a que certains vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux qui affichent des gains en ligne droite et accessoirement, ils vont publier une petite perte, pas bien méchante, mais pour donner un côté un peu plus humain à tout ça. Mais dans les faits, aucun style d'investissement ne fonctionne à 100%. Et l'explication est très simple d'ailleurs. S'il y avait une recette magique qui gagne à tous les coups, tout le monde l'utiliserait. On mettrait des robots de trading, ce qui fera neutraliser automatiquement cette anomalie du marché. Mais plus sérieusement, que vous investissez dans des valeurs décotées sur leurs actifs, les values, dans de la croissance, ou vous faites du swing trading, il y aura forcément des moments où cette approche va sous-performer l'ensemble du marché. Un processus d'investissement et la gestion de la psychologie doivent aller de pair. Parce que, comme on sait qu'on va passer par des périodes de sous-performance de 1, 2 ou 3 ans, ce qui peut paraître une éternité, il faut opter pour le style d'investissement qui va réduire le plus possible la douleur psychologique et les erreurs liées à cette psychologie. Le genre d'erreurs qui vont nous faire vendre au plus bas et courir ensuite derrière les actions plus haut, les revendre encore plus bas et détruire ainsi un portefeuille qui fait du surplace. Il faut trouver un style d'investissement qui est en adéquation avec notre manière de voir le monde, notre tempérament et notre psychologie. Certains vont se focaliser sur les actions décotées parce que c'est rassurant de voir qu'elles cotent aujourd'hui sous leur fonds propre ou à peine leur cash net par exemple. D'autres vont choisir des valeurs de croissance et s'y tenir parce qu'ils sont fans du business, ils maîtrisent le marché et la dynamique concurrentielle et ils sont optimistes sur les perspectives. Si on vous dit que investir de telle manière peut vous faire gagner de l'argent mais que vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire et cette manière, ne le faites pas. Parce que vous allez souffrir psychologiquement pendant les phases de sous-performance et vous allez faire des erreurs. Même si la stratégie d'investissement fonctionne. Il faut s'approprier pleinement le processus d'investissement. D'ailleurs, et c'est assez amusant, on peut voir une énergie folle déployée par des investisseurs value qui veulent convertir des traders qui cherchent juste des supports et des résistances. Personnellement, je pense que c'est peine perdue. Si on n'est pas passionné par l'histoire de l'entreprise, ses fondamentaux, son avantage concurrentiel, si elle en a, la dynamique de son marché, c'est peine perdue. A l'inverse, certains traders essayent d'expliquer l'importance du momentum à des investisseurs value. Là aussi, c'est perdu d'avance. Alors même que les études académiques qui prouvent que le momentum est important ne manquent pas. Mais dire à un investisseur value qui achète une entreprise parce qu'elle est décotée que c'est risqué parce que le momentum est trop négatif et il faut probablement attendre une stabilisation, c'est incompréhensible pour lui. Et même si l'action baissera, il sera probablement content de renforcer à moindre prix. Il vous dira « J'ai aimé ce business à 100, maintenant j'ai l'occasion de le racheter à 60. Que demande le peuple ?» D'autres encore vont investir dans des actions à dividendes. Ils sont rassurés de voir
qui vont toucher chaque année 5, 6, voire 7% de rendement sur leur prix de revient. Peu importe l'évolution du cours par la suite d'ailleurs. C'est vrai, mais ce n'est certainement pas la meilleure stratégie créatrice de richesse en bourse. Parce que certaines entreprises ne distribuent pas de dividendes, mais elles arrivent à réinvestir chaque année des bénéfices de plus en plus élevés à un taux qui est lui aussi très élevé. Et au final, le gain total pour un actionnaire, c'est-à-dire dividende plus plus-value, est beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le retour total aux actionnaires. Dividende plus plus-value. Il n'y a pas que le dividende dans l'équation qui compte. D'ailleurs, généralement, quand le dividende est important, la plus-value ne l'est pas, voire carrément on a une moins-value. Mais les investisseurs dans les dividendes sont rassurés par ces dividendes qui tombent en cash sur leur compte chaque année. Même si probablement ils vont les réinvestir dans ces mêmes entreprises après avoir payé inutilement des impôts dessus. Et même s'ils peuvent gagner beaucoup plus avec d'autres approches. Mais tant mieux pour eux. Parce qu'ils ont trouvé une stratégie qui, certes, n'est pas la plus efficace, mais ce n'est pas non plus la pire. Elle reste tout de même gagnante. Et surtout, elle les rassure psychologiquement. Et c'est ça le plus important. Et ils feront moins d'erreurs lorsque rien ne va plus sur les marchés. Donc pour éviter les erreurs liées à la psychologie, qui sont très fréquentes dans les marchés baissiers, il faut trouver un processus d'investissement qui, évidemment, a démontré son efficacité sur le long terme et pour 90% des gens qui l'utilisent correctement, pas les 1%, et s'y tenir. On peut évidemment l'améliorer avec l'expérience, mais il faut accepter aussi bien la surperformance apportée par ce processus d'investissement que les périodes de sous-performance. Donc trouver une méthode qui fonctionne et surtout qui correspond à votre psychologie. La deuxième solution pour réduire les erreurs liées à la psychologie, c'est de savoir distinguer les baisses des cours. Ne pas comprendre pourquoi l'action baisse depuis des mois, c'est être le pigeon sur la table du poker pour prendre une métaphore de Warren Buffett. Si vous investissez dans des actions à fort PER, des actions de croissance par exemple, et que les taux d'intérêt augmentent, il faut comprendre que c'est un ajustement de tout ce qu'il y a de plus basique et rationnel. La baisse n'est pas une opportunité pour renforcer, c'est même probablement l'inverse. Sauf évidemment si on est dans un excès baissier, mais ça, pour le savoir, il faut regarder la prime de risque. Et on a déjà envoyé une newsletter à ce sujet. J'ai fait la toute première vidéo sur WeBourse là-dessus l'année dernière, lorsque les taux étaient à 0. Et on a fait un article pour expliquer ce mécanisme sur le site Masterbourse. Il y a un deuxième cas, c'est lorsque vous investissez dans une entreprise value. Très probablement, elle est cyclique. Pas toujours, mais très probablement. Si l'action baisse, malgré le faible PER et les bonnes nouvelles qui s'enchaînent, c'est que le marché est en train d'anticiper déjà un retournement du cycle. Et le faible PER actuel ne veut plus rien dire. Regardez Eramet. Et il faut rester humble dans ces situations. Parce que dans le marché, il n'y a pas que des traders ou des particuliers débutants qui n'ont pas compris la vraie valeur de votre entreprise. Il y a aussi des fournisseurs, des clients, des concurrents qui, eux, ont au quotidien des indicateurs avancés sur le business que nous, on n'a pas. Et ils ne sont pas stupides. Mieux vaut, là aussi, couper la position, quitte à revenir plus tard avec une meilleure visibilité, et même si on doit payer un prix plus haut. Alors ici, certains pourraient dire, nous, on ne fait pas de trading, on investit sur le long terme. Peut-être. Mais accepter d'investir dans une entreprise cyclique, c'est accepter de trader le cycle. Il faut en être conscient. Ou alors, il faut avoir la bonne psychologie pour tenir des positions qui vont faire x5 puis perdre 80%, le tout sans brancher. Là aussi, ça peut marcher. Il y a une troisième raison d'une baisse d'une action. L'action peut baisser à cause d'un marché qui est lui-même en forte baisse, ou pour une question de flux. C'est la situation où certains investisseurs vendent sans distinction. Si votre entreprise a un multiple de valorisation cohérent avec les taux d'intérêt et des bénéfices prévisibles, récurrents et non cycliques, alors là oui, c'est probablement une belle opportunité pour profiter de la baisse et de la panique de certains investisseurs, ou même des ventes contraintes de certains fonds de gestion.
Mais le plus important, c'est que si on ne comprend pas pourquoi l'action baisse, et je ne parle pas des fluctuations quotidiennes, mais d'une baisse sur plusieurs semaines et mois, psychologiquement, ça va être dur. Et on va soit vendre alors qu'il fallait acheter, ou à l'inverse, renforcer une action qu'on aurait dû couper. La troisième solution pour combattre les biais psychologiques, et je finirai là-dessus, c'est un esprit optimiste. Soyons confiants en l'avenir. Il faut être optimiste pour investir et réussir en bourse sur la durée. Là, il y a plusieurs choses à dire. Hollywood nous montre dans des films comme par exemple Le casse du siècle, des éternels fins mondialistes ou des éternels pessimistes qui gagnent beaucoup d'argent pendant des crashs violents, qui ont vu, à juste titre, une réalité moche quand tout le monde est euphorique et inconscient. C'est en partie vrai, mais ce que ces films ne montrent pas, c'est qu'une telle approche contrariante de fin du monde ne marche qu'une fois tous les 10 ou 15 ans. Et si on est systématiquement pessimiste, on va tout simplement rater le marché haussier entre deux crashs. Et au final, si on regarde le résultat d'une telle approche sur le long terme, quand on fait la somme du crash plus le marché haussier qui s'ensuit, elle est médiocre. Certes, on va gagner beaucoup d'argent pendant le crash, mais on va perdre encore plus pendant la reprise, en étant contrariant et pessimiste. Et la raison est évidente, les marchés haussiers sont à la fois plus forts et plus lents. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, la bourse ne monterait pas sur le long terme. Il faut comprendre aussi qu'être positif n'est pas synonyme de naïf. On peut avoir confiance en l'avenir tout en restant pragmatique, factuel et en reconnaissant les problèmes actuels. Pour ça, il faut poser clairement à plat la situation actuelle et essayer de penser à tous les scénarios possibles pour l'avenir. Alors, évidemment, de temps en temps, on aura un Black Swan, un événement non prévu qui se passe. Mais l'avenir est par essence incertain. Et ça, on n'y peut rien. Mais pour les 99% des grands scénarios possibles, il faut mettre en face d'eux leur probabilité de réalisation pour les relativiser. Il faut aussi penser aux conséquences de ces scénarios noirs pour éviter qu'ils polluent notre raisonnement. Si par exemple demain Poutine lâche une bombe nucléaire sur l'Ukraine ou attaque un pays de l'OTAN, ou si la Chine et les États-Unis entrent en guerre à cause de Taïwan ou autre chose, qu'est-ce qui va arriver? Nos portefeuilles vont perdre 80%? Soit. Est-ce que c'est le plus important à ce moment-là? Il y a deux résultats possibles. Soit le CAC perd 50% dans la journée, ou dans la semaine, puis il les récupère quelques semaines après, parce qu'au final, ce n'est pas si grave. Ça aurait été un bon point pour renforcer ou ne rien faire si on est investi à 100%. Soit c'est vraiment la catastrophe. Et là, plusieurs entreprises cotées feront faillite. Et les moins 50 et moins 80% des cours vont correspondre désormais à la nouvelle valeur intrinsèque de ces entreprises. Mais je vous promets qu'à ce moment-là, les investisseurs auront de bien plus gros problèmes que la valeur de leurs actions en bourse. Beaucoup d'entre eux vont perdre du jour au lendemain leur emploi. Même ceux qui pensaient bien faire en restant loin de la bourse et en investissant que dans l'immobilier parce que c'est moins risqué, vont avoir probablement des locataires en difficulté financière, ils auront du mal à payer leur loyer, bref, ils vont avoir des problèmes. Si ce Black Swan devait arriver et si l'économie devait s'effondrer, on aura de bien plus gros problèmes que les dizaines ou centaines de milliers d'euros investis en bourse. Sans parler de notre vie au quotidien, de la santé de nos enfants, de leur futur et de tout ce qui est inestimable. Bref, vous voyez où je veux en venir. Au lieu d'avoir peur d'investir en bourse et de rentrer dans un catastrophisme malsain et inutile, il faut prendre le temps de réfléchir concrètement aux conséquences de ces grands enjeux. Et surtout, mettre une probabilité face au pire scénario. Sinon, le pessimisme va prendre le dessus et d'une façon assez irrationnelle. Et on va faire des erreurs parfaitement évitables et assez stupides. Pour travailler sa psychologie, il faut poser quelques questions simples. Quel est le pire qui puisse arriver? Avec quelle probabilité? Et quel impact sur mes actions et ma vie? Et si votre enjeu financier est trop important, alors peut-être il faut tout simplement investir moins en bourse.
ou garder une plus grande part d'épargne de sécurité. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut investir en bourse que l'argent dont on n'a pas besoin. Mais dans tous les cas, il faut rester optimiste. Optimiste et pragmatique. Les investisseurs sont d'une certaine façon des entrepreneurs. Alors, ok, ils ne gèrent pas des problèmes opérationnels au quotidien, c'est vrai, mais ils risquent leur argent et donnent de leur temps pour gérer leur portefeuille. Et pour réussir, ils doivent avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur à succès est un éternel optimiste. Sinon, il n'a aucune chance de supporter les traversées du désert et tenir sur la durée. Pour résumer tout ça, ce qui fait la différence en bourse, ce n'est pas tant le nom d'une entreprise gagnante dans laquelle il faut investir que la psychologie de l'investisseur sur la durée. Et pour cultiver cette faculté à résister au bruit du marché et prendre des décisions les plus rationnelles possibles, on a vu 3 solutions. La première, c'est de trouver le processus d'investissement qui correspond le mieux à votre psychologie et tempérament. Ne cherchez pas le Graal en bourse, cherchez qu'est-ce qui est le plus confortable psychologiquement pour vous. La deuxième solution pour travailler sa psychologie, comprenez pourquoi vos actions baissent pour savoir quoi faire. Couper ou à l'inverse renforcer. Et évitez de vous laisser submerger par vos sentiments pendant ces baisses. Enfin, la troisième solution, soyez des optimistes sans être naïfs. À moins d'être un vendeur à découvert à plein temps spécialisé sur des situations de manipulation ou fraude comptable, le pessimisme ne paye pas en bourse sur la durée. Soyons pragmatiques et optimistes. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.